Ce numéro de votre rubrique L'entretien du jour, mesdames et messieurs, sera donc axé sur la médecine vétérinaire, plus précisément l'importance de la parasitologie. Et pour en parler avec nous déjà sur ce plateau, notre maître de conférence agrégé en médecine vétérinaire, Ilanon Sabas Atindeou. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Sacramento. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Sika Télévision. Plaisir partagé. Et un plus grand plaisir encore quand on sait que vous revenez fraîchement avec votre diplôme d'agrégation. C'est vrai, je suis un tout nouvel agrégé de médecine vétérinaire dans la spécialité parasitologie. Donc, dans la dernière édition de ce concours qui s'est tenu à Libreville. C'est ça, justement. Et c'est un plaisir et c'est un honneur pour tout le Bénin entier de vous avoir. Alors, justement, nous partons parler de ce domaine-là, de cette branche complexe-là, la médecine vétérinaire. Et plus précisément votre domaine dans lequel vous avez d'ailleurs soutenu votre thèse, la parasitologie. Mais dites-nous déjà, médecine vétérinaire, tout le monde n'a pas idée. On se dit, bon, les vétérinaires, sans pour autant savoir que c'est une grande science assez complexe qui a plein d'autres domaines en son sein. Alors, dites-nous plus explicitement, la médecine vétérinaire, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous faites bien de l'introduire ainsi comme une grande science. C'est la grande médecine. C'est la mère des médecines. La médecine vétérinaire, communément considérée comme la science ou la technique qui s'occupe de la santé des animaux. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, les acteurs du monde rural qu'on appelle vétérinaires étaient ceux qui venaient castrer nos chiens, nos moutons à la maison. Et avoir ce statut social, ce rang social de ces acteurs-là, on pourrait dire que ces personnes du tout, c'est pas grand-chose. Mais comme vous le dites, la médecine vétérinaire est une science très grande. C'est vrai qu'elle inclut la prise en charge de la santé des animaux. Et déjà à ce niveau, elle est bien plus compliquée que toute autre médecine, en ce sens qu'il s'agit de patients qui ne savent pas parler et que nous devons utiliser des astuces à la limite de la magie pour les comprendre. Entendre, situer là où la douleur se trouve ou mettre en évidence les pépins. Voyez-vous, donc déjà, il y a cet aspect de la prise en charge de la santé animale, mais beaucoup plus loin, il s'agit de la santé des hommes aussi. Non pas seulement parce que les hommes sont avant tout des animaux, mais parce que les hommes cohabitent avec les animaux. Sont en interaction. En interaction, sur tous les plans. C'est une vie en symbiose parfaite. L'homme a des animaux de compagnie. L'homme tire son alimentation la plus riche, l'alimentation protéique des animaux. Et donc, il n'y a pas moyen pour l'humanité d'éviter les animaux. Alors, celui qui s'occupe de la santé des animaux contribue à fournir la bonne alimentation protéique et au-delà, il contribue à préserver l'homme des transmissions de certaines maladies communes aux deux mondes, communes aux animaux et aux hommes. On parle en ces termes de zoonose, j'espère qu'on aura l'occasion. Absolument, avec plaisir. Parce que c'est le domaine de la médecine vétérinaire qui me passionne le plus et quand on va en détail, comme vous le dites, un groupe de pathogènes en particulier qui causent des nuisances aux animaux et aux hommes s'appelle parasites. En fait, ces pathogènes, ces êtres vivants n'étaient pas volontairement ou gratuitement méchants. Ils veulent vivre et leur vie doit dépendre de la vie d'autres organismes, en général plus supérieurs à eux. Et dans ce processus de vie, aux dépens d'organismes supérieurs, ils viennent à causer certaines nuisances, d'où leur pathogénicité. Et c'est ces aspects, donc justement, de ces parasites que je m'occupe dans ma science, qui me passionne. C'est ça. Qui m'amène sur votre plateau. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Alors justement, vous l'avez su si bien dit, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la médecine humaine n'est pas parallèle à la médecine vétérinaire. Les deux se tiennent. On peut le dire, même si, en gros, les médecins de la santé humaine
il y a une guéguerre. Il y a toujours eu une guéguerre entre... Oui, c'est ça. L'homme est un animal prestigieux. C'est un animal aussi orgueilleux qu'il veut nier sa nature. Oui, il y a... Bon, c'est une guerre gentille. Hein? Quelqu'un a l'impression d'être le soigneur de l'être le plus grand sur la terre, le plus fort sur la terre. L'homme. Et il pense, donc peut-être à raison, qu'il exerce un pan de la médecine la plus importante, mais c'est oubliant le fait que déjà l'homme est un animal et que le vétérinaire, le médecin vétérinaire, soigne l'humanité pendant que le médecin soigne un homme. Et d'ailleurs, il a été démontré il y a quelques années, et c'est de là que c'est parti le concept One Health. D'ailleurs, il a été donc démontré que oui, la santé de l'homme dépend de la santé de l'animal. La plupart des pathologies qui affectent les hommes proviennent des animaux ou vice-versa, comme quand on prend par exemple Ebola, quand on prend par exemple le Lassa et bien d'autres maladies. Et donc, il a été démontré que si on prend mieux soin des animaux, eh bien, cela va mieux agir sur la bonne santé des hommes. Absolument, c'est le concept de la santé globale, une seule santé. On aurait pu avoir une seule faculté de médecine qui, à la base, forme des médecins de façon globale, une seule santé. Et en bout de chaîne, la spécialisation peut venir pour orienter certains vers le monde animal et les autres vers l'homme, puisque à grand jamais, on ne saura gérer la santé de l'homme au même titre que la santé des animaux. Absolument. Mais comme vous le soulignez si bien, nous avons les mêmes pathologies. On a une communauté de pathogènes et la gestion orgueilleuse, le contrôle parallèle de ces pathogènes s'est toujours soldé par un échec. On a toujours une flambée de maladies qui vient d'une brousse, étant donné que les animaux, la faune sauvage, c'est de réservoir pour beaucoup de maladies infectieuses. Et il n'y a pas que ce lien entre les deux médecines. Vous savez que lorsque nous consommons de la viande, des œufs, nous consommons forcément des résidus de médicaments qui ont été utilisés pour protéger ces animaux. Alors, quotidiennement, des doses infinitésimement faibles de résidus médicamenteux, des antibiotiques notamment, et des antiparasitaires utilisés pour traiter les animaux, subsistent dans les muscles qui deviennent la viande, passent dans les sécrétions physiologiques, dans le lait que nous buvons. Et dans quelle maison on ne consomme pas le lait le matin ou des omelettes? Et donc, des résidus médicamenteux provenant de l'exercice de la profession vétérinaire se retrouvent dans l'organisme des consommateurs humains. Et cette dose faible d'antibiotiques ou d'antiparasitaires qui se retrouvent dans l'organisme humain finissent par produire ce qu'on appelle dans notre science résistance médicamenteuse. Et au bout de chaîne, comme c'est les mêmes familles de médicaments, d'antibiotiques que on est appelé à utiliser pour guérir, pour soigner les hommes, l'homme ayant ingurgité à longueur de mois, d'années, des résidus de médicaments, développe donc cette résistance aux médicaments. Et lorsqu'à son tour, il est malade et qu'on lui administre ces antibiotiques, ça ne passe plus. Ça ne répond plus. On parle de résistance médicamenteuse. Ce qui fait que la collaboration entre médecins et vétérinaires dans l'utilisation des molécules médicamenteuses que nous avons en commun est indispensable pour le succès de la thérapeutique en général sur le long terme. Voilà pourquoi je renchéris, je vous dis, vous avez raison, on a gagné à fédérer ces deux médecines-là. Absolument, et à se mettre en tête que oui, les deux se tiennent et qu'elles sont indissociables. Alors, carrément. Alors, vous avez soutenu votre thèse sur la parasitologie. J'aimerais bien que vous reveniez sur votre thème. Alors, mon thème, c'était épidémiologie, des miases et des helminthoses gastro-intestinales, des petits ruminants. C'est de grand. Non, ben, on va banaliser. Vous ramenez là-bas de la terre. On vient en bas, on vient pour communiquer, pour que tout le monde nous comprenne.
Eh bien, moi, à l'occasion donc de ce PhD, de ce doctorat en sciences agronomiques, je me suis intéressé aux parasites qui infestent les moutons et les chèvres qui, en fin de production, deviennent de la viande pour les humains. Lorsque je prends de la viande de bœuf, nous l'aimons, nous la consommons. Mais il y a un risque de contracter un parasite très méchant, le ténia, je sais que vous en savez. Bien sûr. Le ver solitaire, c'est un ver qui mesure de 8 à 12 mètres et qui se pelotonne dans l'intestin grêle de l'homme. Mais entre-temps, la larve de ce ver se retrouve dans le muscle des bovins. C'est Sticercus bovis qui va, à l'occasion donc de l'ingestion de viande par les humains, ils vont alors ingérer ces larves qui vont finalement se développer. Mais est-ce que vous voulez dire que ces larves-là échappent au haut degré auquel les nourritures sont préparées? Oui, ben, on va dire, c'est au meilleur des cas que nous poussons la cuisson jusqu'à cœur de la viande pour détruire ces éléments parasitaires qui sont en fait en vie ralentie, enquistés et qui résistent beaucoup. Mais en fait, nous n'assurons pas la bonne cuisson. Nous n'assurons pas la bonne cuisson toujours. Nous ne contrôlons pas dans quelles conditions déjà ces parasites pouvaient être interceptés dans les abattoirs par les vétérinaires qui jouent un autre rôle à ce niveau-là de l'inspection, du contrôle de salubrité des viandes avant d'autoriser leur vente au marché et donc leur consommation par les populations. Mais malheureusement, la plupart des Béninois, je ne vais pas dire tous, s'achètent des bêtes, des moutons, des chèvres, des bœufs, parfois... Sans savoir la provenance. Cérémonie. Et non, ils abattent même, ils abattent à domicile. Oui, justement, c'est ça que ce qui est interdit. Et quand on les prépare, ces viandes, il n'y a aucun contrôle de vétérinaire. Et la cuisson massive, on est pressé de consommer, ce n'est jamais avec les précautions qu'il faut. Et pour mieux contrôler donc déjà ces parasites qui peuvent se retrouver dans les organismes animaux, chez les moutons, chez le porc, chez les bovins, il y a nécessité que la science qui s'appelle parasitologie étudie les circonstances d'apparition de ces maladies chez les animaux. Les circonstances, entendez, à quel moment de l'année, saison pluvieuse ou saison sèche, quels sont les facteurs de risque. Lorsqu'on maîtrise ces contours dans l'objet de ma thèse, on définit plus facilement des stratégies pour empêcher que ces animaux soient déjà infestés. Si on contrôle déjà à ce niveau l'infestation, on réduit les risques de transmission de ces maladies à l'homme. Voilà, disons, en gros, simplement dit, la substance de la thèse que j'ai défendue en 2012. Parfait. Alors, en tout cas, professeur Sabas Satineou, c'est avec plaisir que nous vous avons écouté. Le temps passe vite, les 13 minutes se sont écoulées. Ah oui? Bien sûr, mais nous aurons d'autres numéros avec vous, ne vous en faites pas. Sans qu'on ait parlé des zoonoses en détail. Mais bien sûr, nous y reviendrons. Sans qu'on ait parlé de tous les efforts que je fais pour mettre au point des médicaments, des extraits végétaux. Dans un autre numéro, très très prochainement, c'est promis, professeur. Merci bien, c'est la fin déjà de cette émission. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.